l'État débloque cette situation, mais c'est pas une mauvaise volonté de la municipalité ou de la chambre de commerce, c'est que ce parking est arrêté parce que l'État ne le veut pas. Voilà. Et il est important, on le défendra. Mais est-ce que vous avez le sentiment que la municipalité, l'agglomération, joue-t-elle le jeu, par exemple, sur l'inversion tarifaire des parkings? Alors, il est en test à Gambetta et à Lessac. Et il devrait être mis en place. Mais là, il va falloir se battre, je le dis. Je pense qu'il y avait une volonté là de l'agglo de refuser l'inversion tarifaire sur la Comédie. Et là, c'est là où on sera vigilant. Et surtout, on les lâchera pas et on la veut, cette inversion des tarifs sur la Comédie. Juste changer un petit peu, sortir du centre-ville pour parler un peu des grandes surfaces. Nicolas Sarkozy dit vouloir libérer l'économie en autorisant l'ouverture le dimanche des grandes surfaces, entre autres. Et vous, Monsieur Bouscarène, vous êtes contre. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'aller peut-être à contresens de l'histoire vous savez, j'espère que c'est d'ailleurs le cas pour Rudy Jovino aussi, un de mes livres de chevet actuellement, si on peut appeler ça un livre, c'est le rapport Attali. Monsieur Jovino, vous savez... Non, je n'ai pas le temps parce que je suis en campagne. Vous n'avez pas le temps. Ouais. C'est dommage parce que c'est très intéressant quand même. C'est très intéressant de savoir combien il y a de propositions et qu'elles concernent les chambres de commerce, qu'elles concernent la grande distribution, qu'elles concernent le petit commerce. C'est peut-être l'avenir qui se profile dans ce rapport Attali. C'est quand même dommage de ne pas le lire. Oui, mais on va attendre le résultat des élections. Vous devriez. Oui, c'est vrai qu'après les élections, comme vous serez battu, vous aurez le temps de lire le rapport Attali. Et je me ferai un plaisir, je m'y engage de vous offrir. Permets-moi de te dire quand même que toi, tu as déjà été battu 2 fois à la CCI. Hein. Pardon? Tu as été déjà battu 2 fois. Ah non, une fois. Non, une fois en tant que membre sur la liste de Planchon. Et une fois alors en tant pas que du tête tout, de tu te liste. trompes, tu vois, en 91, mais c'est vrai que tu es jeune, je n'étais pas candidat. Merci du compliment. Répondez-nous à la question par rapport, effectivement, à l'ouverture des magasins le dimanche. Mais attendez, moi, je ne comprends pas qu'on puisse nous dire que on va relancer l'économie avec une ouverture débridée des grandes surfaces le dimanche. Il y a un mot qui est magique, qui s'appelle pouvoir d'achat. Si les gens ont un pouvoir d'achat de 300 € pour le mois, une fois payé le loyer, le remboursement de la voiture, etc., c'est pas parce qu'on va ouvrir les grandes surfaces le dimanche qu'ils vont avoir plus de 300 € à dépenser. Et si ces 300 €, ils vont un dimanche les dépenser dans une grande surface, ces 300 €, ils ne les auront plus pour les dépenser ailleurs. Donc l'ouverture des grandes surfaces sans limite le dimanche serait assassine pour le commerce de proximité. Et ça, je me battrai toujours avec toute la conviction que j'ai toujours eue, et avec la CGPME qui se bat également pour la même chose, et je ferai toujours partie de la CGPME demain, je vous le garantis, en plus d'être au MPR, je me battrai toujours sur les gros qui doivent manger les petits. La grande distribution ne doit pas bouffer le commerce de proximité. Je partage totalement ce que vient de dire Jean-Louis Bouscarène. On ne peut pas favoriser l'ouverture des supermarchés le dimanche, mais vous savez, même les supermarchés n'en veulent pas. Ils ont le droit à 5 par an et ils les utilisent pas. Voilà. Donc, effectivement, il faut défendre le commerce de proximité. Il faut défendre le petit commerce. Et ça, même le MEDEF, en tout cas, Hérault, l'a toujours défendu, aux côtés de Jean-Louis Bouscarène, d'ailleurs, en 2004. Cependant, rappelez-vous, le MEDEF, Hérault avait signé un accord avec les autres syndicats de salariés, etc., préfecture. OK. On n'ouvre pas plus de 5 dimanches par an, et c'est très bien, tout le monde est content. Et le MEDEF a changé de position, et a dit, nous dénonçons cet accord, il faut que les gens, enfin c'est le préfet, le tribunal, il y a eu une procédure, au terme de laquelle l'accord a été invalidé. Donc on ne comprend pas trop la position du MEDEF qui dit un coup oui, non, c'est pas, non, il faut dire les choses. Ce n'est pas le MEDEF qui a fait ce recours et cette procédure. Donc il n'a rien pour l'arrêt de le seul. À un moment donné, le préfet, il y a eu une période probatoire et on avait limité la surface à 300 mètres carrés. Voilà.
On est revenu après cette période probatoire sur les discussions et on s'était dit on va faire un état des lieux, on va voir comment ça s'est passé. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des petits commerces de proximité comme le Chopi de Latte ou d'autres qui dépassaient de quelques centaines de mètres la surface de vente et qui étaient donc obligés de fermer. Et la discussion qu'on a voulu avoir avec le préfet, mais les syndicats en étaient tout à fait d'accord, c'était de revoir à la hausse cette surface de 300 mètres carrés pour permettre aux petits commerces de proximité, dont la surface dépasse des fois de 50 mètres carrés ou de 100 mètres carrés la surface de vente, était spoilée dans cette opération-là. Voilà. Mais jamais il n'a été question de remettre en cause l'ouverture des supermarchés du dimanche. Voilà. Je suis désolé, c'est pas ce qu'a écrit Pierre Saint-Chol. Dès qu'il a été élu président du MEDEF, dans la presse, à la première interview à Midi Libre, il n'a pas du tout dit ça. On doit avoir la référence ici, puisque c'est une interview à Midi Libre. Pas du tout. On était en réunion avec monsieur le préfet, et c'était même lui penser que c'était vrai, que peut-être les 300 mètres carrés n'étaient pas la bonne surface, et qu'il fallait peut-être envisager de la pousser à 800 ou à 1000 mètres carrés. Entre-temps, il y a eu cette décision de justice qui a cassé l'arrêté. Voilà. Bon. Autre question, puisque vous avez parlé un petit peu moins que M. Bouscarène. On va essayer d'égaliser un petit peu vos temps de parole. Toujours sur cette question du commerce. Hein. Je vous fais part de choses qu'on entend. Hein. Journaliste, on se promène partout, vous le savez. On entend que je me suis trompé de page. On entend que la présence sur votre liste d'un ancien de la grande distribution, M. Deljari, pour ne pas le nommer, qui est ici au premier rang, merci, est de nature à effrayer, disons les mots, le petit commerce du centre-ville, évidemment, des centres-villes. Écoutez, c'est ce que vous entendez, mais ce qu'il faut répondre, c'est que d'abord, Monsieur André Deljari est dans la section service et pas dans la section commerce, qu'il n'est plus dans la grande surface, mais est devenu promoteur. Et vous savez, dans Réussir Ensemble, on a décidé de travailler collégialement. Et il y a un moment donné où il y a des problématiques qu'il faut se poser, et il faut que, et c'est le premier à le dire, il est pour la défense du petit commerçant. Il est pour la défense du petit commerçant. Et il a répété, ça peut en faire rire certains. C'était à l'époque, on dit aussi pareil pour Nicolas Chambon, mais croyez-moi que le polygone a aujourd'hui fait partie du centre-ville. Croyez-moi que le polygone traîne beaucoup de monde au centre-ville, et que je crois que c'est aussi une bonne chose pour le centre-ville. Ces équilibres commerciaux, c'est pas les petits contre les gros, mais c'est tous ensemble créer une dynamique pour réussir ensemble. Ok, merci. Alors, on va changer un peu de thème, on va partir, on va laisser un peu le commerce. À tous les deux, je m'adresse là pour évoquer la Subdeco, qui est quand même un fleuron de la CCI de Montpellier. Et la question que je vous pose à tous les deux, c'est tous les deux, vous vous dites, on est prêt à donner des moyens à Subdeco, on est prêt à relancer Subdeco, à en faire une école qui se tasse un peu actuellement, qui a besoin de reprendre un peu de vigueur. Tous les deux, vous avez le même discours là-dessus, mais moi je vous demande, avec quels moyens, et quels moyens financiers notamment, vous comptez relancer l'école Subdeco, Monsieur Iovino? Alors, plusieurs moyens. D'abord, c'est sûr qu'un programme ambitieux pour Subdeco, on ne pourra pas le mener tout seul. Et il faudra le mener avec les collectivités. C'est évident. Après, on a un projet ambitieux parce que, on se dit, cette école, il faut qu'elle devienne dans le top 15 d'ici 2015. Voilà, il faut qu'on y arrive. Pour ça, il faut des moyens. Effectivement, il faut des moyens. Ces moyens, ça a été de dire, déjà, on va essayer d'instaurer ce qu'on appelle le contrat de recherche, c'est-à-dire que nos enseignants-chercheurs, on va leur demander de vendre leurs recherches, et surtout et essentiellement sur notre territoire, pour l'intérêt de notre territoire. Voilà, un contrat de recherche, c'est en gros 7 000 euros. C'est des contrats qui peuvent être financés par le public et par le privé.
pour l'intérêt de nos pas question de ressortissants. restructurer l'école éventuellement. Non, pas question de restructurer l'école. Au contraire, on a besoin, si on veut mener à terme toutes nos qualifications, on a besoin encore de monde, on a besoin encore d'enseignants chercheurs et on a encore besoin de budget. Donc ça, c'est une première source d'argent. Il va falloir aussi, on a la fondation qui va nous permettre de récupérer des fonds. Donc ça, il va falloir mobiliser. Il y a la taxe d'apprentissage. Il va falloir vraiment. Oui, non, mais ça existe, mais on peut faire les choses et on peut mieux les faire aussi. On peut créer de la dynamique, avoir une vraie stratégie pour récolter, par exemple, la taxe professionnelle. Voilà, ça c'est des choses qu'on se doit de faire. Et puis après, il y a l'apprentissage. Aujourd'hui, l'apprentissage, c'est 2 ou 3% de l'école. Et l'apprentissage, je vais vous dire, c'est gagnant pour l'école parce que c'est pratiquement 30% de plus de frais de scolarité. C'est gagnant aussi pour l'étudiant, parce que les cours ne lui coûtent rien, et c'est gagnant pour l'entreprise parce que c'est des ressources pour nous, c'est des ressources pour notre développement, et c'est la manière que l'on aura de pouvoir avoir des ressources performantes dans nos entreprises pour les faire grandir. Voilà. Vous, Monsieur Bouscarel, quelle stratégie Avant de vous donner ma vision des choses, vous passez le budget de combien à combien, là? Rassurez-moi. Le budget pour être une école européenne, c'est 30 millions d'euros. Voilà. Aujourd'hui, il est de... Aujourd'hui, on est de 14 millions d'euros. Sur le groupe, sur le groupe Subdeco, pas sur le pôle formation, qui est de 20 millions d'euros. Tout à fait. C'est bien, vous avez revu vos chiffres. Mais vous avez peut-être mal entendu, Monsieur Bouscarel. La première chose, pour répondre à votre question, nous on arrêtera la chasse au gaspille. On arrêtera la chasse au gaspille, c'est-à-dire qu'on fera en sorte que le service général arrête de pomper les excédents qu'il y avait à Subdeco. Parce que le pôle formation dégageait des excédents. Et là, j'ai des documents qui prouvent que il se passait des choses bizarres, que des décisions qui étaient prises au sein du conseil d'administration du Subdeco étaient présentées avec des chiffres différents. Ce sont les documents originaux auxquels on peut avoir accès. Là, ce sont des photocopies de documents originaux. Présentés en assemblée générale. Vous mettez en doute la gestion. Présenté en assemblée générale, on trouve le même budget de Subdeco la même année, le même budget prévisionnel, avec une différence de 1 million d'euros. Excusez-moi du peu. Et parce que des gens en ont fait la remarque, bien sûr, après, il y a un troisième document qui revient au document initial. Alors, on va dire, on s'était trompé, oui. Non, je crois qu'il faut une gestion saine et qu'il faut arrêter que le pôle général, qui est le bâtiment central du navire, arrête de pomper les excédents qu'il y avait à Subdeco et qu'il y avait à l'aéroport. Et là, on arrivera peut-être effectivement à avoir une école supérieure de commerce qui fonctionne mieux. Mais on a besoin de partenariat là aussi. Et le partenariat, c'est un partenariat incontournable avec la région parce que tout ce qui touche à la formation est du ressort de la région, vous le savez, dans le cadre du transfert de compétences. Et le partenariat peut se faire à travers la CRCI avec les autres CCI. Nous avons déjà noué des contacts et la CRCI était d'accord pour qu'on fasse une véritable école supérieure de commerce régionale dont la chambre leader serait toujours Montpellier, mais en faisant participer à travers la CRCI les autres chambres et bien sûr le conseil régional qui a la compétence en matière de formation. Alors, je crois qu'il y a un moment donné où il faut arrêter toutes ces invectives, ces contre-vérités. Il y en a vraiment marre. Je vais vous dire une chose. À la chambre de commerce, il y a un trésorier de grande qualité. Il y a un commissaire aux comptes qui valide ces comptes. Mais en plus, comme il y avait des suspicions à la demande de Joseph Francis, il y a eu des audits qui ont été faits. Des audits qui ont été faits et qui ont coûté cher à la Chambre, d'accord, plus que les 50 000 euros pour les élections. Et rien, je dis bien rien n'est apparu. On a eu le préfet qui a validé les comptes. On a un commissaire aux comptes. Il faut respecter cette profession quand même. Quand il valide des comptes, c'est qu'il n'y a rien. Quand le préfet et le trésorier général le valident, c'est qu'il n'y a rien. Quand il y a un rapport de la Coupe des comptes qui ne dit rien, c'est qu'il n'y a rien. Voilà. Il y a des contrats de service qui étaient de 500 000 euros entre Subdeco et les services généraux. Quand on en discute, ça sera la première chose qu'on fera, savoir si ça doit être baissé ou pas baissé, mais il y a quand même 300 000 euros de subventions qui sont versées à Subdeco. Vous êtes tout de même d'accord, et on va terminer comme ça, sur le fait que Subdeco a besoin de se réoxygéner et d'être relancé quand même. Entre 22 et 24e place, alors que Montpellier est 8e de France, et c'est une école régionale, elle n'est pas à sa place. Sur les comptes, juste une petite précision, mais c'est quelque chose de concret.
de précis. L'école internationale, 150 élèves prévus dans le primitif, 300 élèves à la fin. 7 000 euros, voilà, 7 000 euros, 150 fois 7 000 euros, faites la différence. Okay. Voilà.